Durant l'été 1970, sous le soleil brûlant du Mexique, l'équipe nationale ouest-allemande a captivé les fans du monde entier, signant un parcours incroyable lors de la Coupe du Monde 1970. Premier tournoi retransmis en direct et en couleur dans de nombreuses régions du globe. Il a vu l'équipe allemande, dans son traditionnel maillot blanc, déployer des couleurs éclatantes. Forte d'une génération de joueurs talentueux et d'un style de jeu offensif flamboyant, alliant une discipline de fer à une improvisation inattendue. Elle a créé le match du siècle, en demi-finale contre l'Italie. Bien qu'ayant remporté la médaille de bronze face à l'Uruguay, elle est entrée dans la mémoire de toute une génération d'amateurs de football. Mais derrière ces moments de gloire sur le terrain se cachaient des joueurs au destin bien particulier. Plus de 50 ans ont passé, et le temps a laissé des traces indélébiles sur leur vie. Certains ont continué à conquérir de nouveaux sommets. D'autres ont choisi une voie plus discrète, et d'autres encore ont dû achever leur parcours dans la tragédie ou par des départs regrettables. Revenons sur le parcours tumultueux de ces joueurs qui ont incarné l'âme de la génération dorée de l'Allemagne de l'Ouest. Gerd Müller était le redoutable buteur dans la surface de réparation, surnommé Der Bomber, le bombardier. À 24 ans, avec sa silhouette trapue et ses jambes apparemment maladroites, Müller possédait un instinct de buteur infaillible, impossible à déchiffrer pour les défenseurs. Il inscrivit 10 buts lors de ce tournoi, remportant le soulier d'or et le ballon d'or. Ses changements de direction fulgurants, ses frappes précises et son placement impeccable étaient un véritable cauchemar pour toutes les défenses. Sa performance à Mexico 70 fut un sommet de brillance, où il transforma le but en un art minimaliste et pourtant d'une efficacité redoutable. Après son succès au Mexique, la carrière de Gerd Müller connut un brillant essor au Bayern Munich et en équipe nationale d'Allemagne de l'Ouest, culminant avec la victoire à la Coupe du Monde 1974 à domicile. Cependant, après sa retraite au début des années 1980 aux États-Unis, sa vie prit un tournant dramatique. La déception de sa gloire passée le poussa à sombrer dans l'alcoolisme. Il perdit pied, ses finances se dégradèrent, et sa vie de famille fut au bord du gouffre. Heureusement, ses anciens coéquipiers du Bayern Munich ne l'abandonnèrent pas. Ils l'aidèrent à vaincre sa dépendance et lui offrirent un poste d'entraîneur des jeunes, lui permettant ainsi de retrouver joie de vivre et sens à son existence. Il vécut le reste de sa vie en paix, respecté comme une légende immortelle du Bayern. Ce qui est frappant, c'est le contraste entre le tueur implacable sur le terrain et l'homme doux et timide en dehors. Sur le terrain, Müller était une force avec laquelle il fallait compter. Un buteur hors pair, mais en dehors, c'était un homme de peu de mots et introverti. Il a consacré une grande partie de sa vie après le football à contribuer discrètement à la formation des jeunes, loin des projecteurs médiatiques. Cependant, dans ces dernières années, le destin l'a de nouveau mis à l'épreuve lorsque la maladie d'Alzheimer a peu à peu effacé la mémoire du roi des buteurs. Il ne se souvenait plus des buts, des acclamations d'antan. Ce grand voyage s'est achevé le 15 août 2021, lorsque Gerd Müller s'est éteint à l'âge de 75 ans. Sa disparition laisse un immense vide, mais l'héritage de l'un des plus grands attaquants de tous les temps perdurera. Franz Beckenbauer était le cerveau et l'âme de l'équipe. À 24 ans, il jouait avec l'allure d'un roi, redéfinissant le rôle du libéro, Son Image, celle d'une demi-finale entière disputée avec un bras démis et bandé, est devenu un symbole immortel de la ténacité allemande. Beckenbauer ne se contentait pas de défendre. Il créait aussi le jeu grâce à ses passes précises et son style élégant et raffiné, méritant pleinement le surnom de Der Kaiser, l'empereur. La carrière de Beckenbauer fut ensuite marquée par une série de succès sans précédent. Il est le seul à avoir remporté la Coupe du Monde à la fois comme capitaine, 1974, et comme entraîneur, 1990. Devenu une figure emblématique du football allemand, il s'impliqua dans le management et joua un rôle déterminant dans l'organisation de la Coupe du Monde 2006 en Allemagne. Sa vie privée fut également mouvementée, avec plusieurs mariages et une présence médiatique constante. Homme charismatique, il apparaissait toujours impeccablement vêtu et arborait un sourire confiant. Cependant, à la fin de sa vie, les accusations de corruption liées à l'organisation de la Coupe du Monde et le décès de son fils Stefan affectèrent profondément sa santé et son moral. Il se retira alors à Salzbourg, en Autriche, loin des projecteurs. Un étrange concours de circonstances a marqué sa vie. Sur le terrain, il régnait en maître, tel un empereur donnant des ordres. Mais dans ces dernières années,
il a perdu le contrôle de sa santé et de sa réputation. Pourtant, nul ne peut nier sa grandeur. Le parcours de cet empereur s'est achevé. Le 7 janvier 2024, Franz Beckenbauer s'est éteint à l'âge de 78 ans, entouré de sa famille. Sa disparition marque la fin d'une époque et laisse un immense chagrin parmi les fans du monde entier. Sepp Maier était le gardien de but cette année-là. Ce joueur de 26 ans, au réflexe fulgurant, était surnommé le Chat Danzig. Outre ses arrêts exceptionnels, Maier était également connu pour son humour, parfois excentrique, sur le terrain, apportant de la bonne humeur et soulageant la pression sur ses coéquipiers. Lors de la Coupe du Monde 1970 au Mexique, sa fiabilité a permis à ses coéquipiers d'aborder l'attaque avec confiance. Après le tournoi, Maier continua d'être un gardien de but fiable pour le Bayern et l'équipe nationale allemande, remportant tous les titres continentaux et mondiaux possibles. Cependant, sa brillante carrière prit fin brutalement et tragiquement en 1979 suite à un grave accident de voiture qui le laissa grièvement blessé. Contraint à une retraite prématurée, Maier ne se laissa pas abattre. Il se reconvertit en entraîneur de gardien de but et devint le mentor d'Oliver Kahn, contribuant grandement à ses succès ultérieurs. Sa vie privée était paisible et heureuse, à l'image de son optimisme naturel. Il écrivit également des livres et fit des apparitions à la télévision comme animateur, toujours avec le sourire. Sa carrière prouve que l'attitude est primordiale, aussi souple et enjoué sur le terrain qu'optimiste face à l'adversité en dehors. Il a su surmonter les difficultés avec la même détermination. Aujourd'hui, à 80 ans, Sepp Maier mène une vie paisible et heureuse. Il apparaît encore occasionnellement dans les médias, partageant des anecdotes humoristiques sur son passé. Ce vieux dur à cuire, attachant, est un témoin vivant de l'âge d'or du football allemand. À 33 ans, Uwe Seeler était le vétéran et le capitaine exemplaire de l'équipe d'Allemagne de l'Ouest lors de la Coupe du Monde 1970 au Mexique. Moins agile qu'à ses débuts, notre Uwe, combattait toujours avec une hargne incroyable. Son but égalisateur de la tête en revers en quart de finale contre l'Angleterre est devenu iconique. Seeler a non seulement brillé par son professionnalisme, mais il est aussi devenu un symbole d'unité et de loyauté. Contrairement à nombre de stars de son époque qui couraient après des contrats mirobolants, Uwe Seeler a consacré toute sa carrière au Hamburger SV, allant jusqu'à refuser une offre de plusieurs millions de dollars de l'Inter Milan. Après sa retraite, il est devenu un homme d'affaires prospère grâce à un partenariat avec Adidas et a présidé le Hamburger SV. Sa vie est un exemple de simplicité, d'humilité et de loyauté. Il vit une vie de famille heureuse et unie avec son épouse Ilka, sans jamais avoir été impliqué dans un scandale, et est aimé du peuple allemand non seulement pour son talent, mais aussi pour sa noblesse de caractère, toujours accessible. Il s'arrête volontiers pour signer des autographes à tous ceux qu'il croise dans les rues de Hambourg. Uwe Seeler incarnait la loyauté, une qualité qui semble de plus en plus rare dans le football moderne. Il vivait pleinement selon la philosophie selon laquelle la normalité est synonyme de bonheur. Cependant, le temps est inéluctable. Le 21 juillet 2022, le cœur de ce grand capitaine a cessé de battre à l'âge de 85 ans. Uwe Seeler s'est éteint paisiblement chez lui, laissant derrière lui un héritage de loyauté et de vertu qui restera gravé dans les mémoires pour les générations futures. Bertie Vogt, le défenseur de 23 ans surnommé Der Terrier, le Terrier, incarnait la ténacité et un marquage inflexible. Lors de la Coupe du Monde 1970 au Mexique, il avait pour mission de neutraliser les attaquants les plus dangereux de l'équipe adverse. Malgré sa petite taille, Vogt possédait une endurance hors du commun et un esprit combatif indomptable, faisant de lui un véritable cauchemar pour tout attaquant. Son jeu n'était pas flamboyant. Il privilégiait la discipline et une approche méthodique. Après avoir pris sa retraite de joueur, Bertie Vogt a choisi la voie exigeante du coaching. Il a mené l'équipe nationale allemande à la victoire à l'Euro 1996, un succès qui a confirmé son talent de manager. Cependant, sa carrière d'entraîneur a également connu des hauts et des bas, puisqu'il a dirigé d'autres sélections nationales comme le Koweït, l'Écosse, le Nigeria et l'Azerbaïdjan. C'est un bourreau de travail, sérieux et parfois jugé trop rigide. Sa vie privée est très discrète. Il parle rarement de sa famille et consacre l'essentiel de son temps au football. Entre le terrain et sa vie privée, Bertie Vogt a toujours cultivé l'image d'un travailleur acharné.
Il n'a jamais recherché la gloire personnelle, mais s'est toujours consacré à l'équipe. Aujourd'hui, 77 ans, Bertie Vogts s'est retiré des projecteurs, mais il demeure un conseiller et une voix influente du football allemand. Il mène une vie paisible, satisfait de sa contribution, et continue de suivre les performances de l'équipe nationale avec la fidélité d'un vieux gardien. À 26 ans, Wolfgang Overath était un meneur de jeu exceptionnel, doté d'un pied gauche d'une précision chirurgicale lors de la Coupe du Monde 1970. Titularisé à ce poste à la place de Günther Netzer, il justifia que choix par son style de jeu élégant et ses passes longues d'une précision chirurgicale. Overath incarnait la beauté romantique du football, un véritable artiste sur le terrain, celui qui dictait le rythme à l'attaque allemande. Toute la carrière de joueur d'Overath a été consacrée au FC Cologne. Après sa retraite, il a continué à s'investir auprès du club en tant que président pendant de nombreuses années. Au-delà du football, Overath était un homme d'une immense compassion. Il a créé une association caritative portant son nom pour venir en aide aux sans-abri et aux personnes dans le besoin. Il était convaincu que le football lui avait beaucoup apporté et qu'il se devait de rendre l'appareil. Sa vie était empreinte de respect au sein de la communauté, non seulement pour ses exploits sportifs, mais aussi pour les bonnes actions qu'il accomplissait au quotidien. L'image de l'artiste sur le terrain de football s'est muée en celle d'un véritable philanthrope. La finesse de son jeu passé se reflète désormais dans ses qualités relationnelles. Aujourd'hui, à 80 ans, Wolfgang Overath mène une vie saine et active. Bien qu'il ne soit plus aussi impliqué dans le football professionnel, il reste dévoué aux actions sociales. Il est la preuve vivante qu'un grand joueur ne se mesure pas uniquement à ses titres, mais aussi à son engagement pour la communauté après sa carrière. Karl-Heinz Schnellinger, âge de 31 ans lors du tournoi, était l'un des rares joueurs allemands évoluant à l'étranger, à l'AC Milan à cette époque. Son surnom, Volkswagen, reflétait sa ténacité et sa fiabilité. Mais son moment le plus mémorable reste son but égalisateur à la 90e minute contre l'Italie en demi-finale. Son unique Button Selection, qui envoya la rencontre en prolongation et donna naissance au match du siècle. Les commentateurs allemands s'exclamèrent « Ausgerechnet Schnellinger ». Pourquoi Schnellinger? En exprimant leur stupéfaction. Après la Coupe du Monde, il continua de vivre et de travailler en Italie, où il était tout aussi respecté que dans son pays natal. Il prit sa retraite du football et devint un homme d'affaires prospère à Milan, facilitant les échanges commerciaux entre l'Allemagne et l'Italie. Schnellinger s'intégra pleinement à la culture italienne, appréciant le mode de vie, la cuisine et le climat. Il mena une vie riche et épanouie, conservant toujours l'élégance d'un gentleman. Il apparaissait rarement dans les médias allemands, mais était toujours mentionné avec respect. Le destin de Schnellinger était intimement lié à l'Italie, depuis son but décisif contre les Italiens jusqu'à son choix de ce pays en forme de botte comme seconde patrie. Un lien aussi étrange que fascinant. Pourtant, le parcours de cet Italien d'origine allemande s'est lui aussi achevé. Le 20 mai 2024, Karl-Heinz Schnellinger s'est éteint à Milan à l'âge de 85 ans. Sa disparition a plongé les supporters d'Allemagne et d'Italie dans le deuil, mettant un terme à l'histoire de l'un des meilleurs défenseurs de sa génération. Reinhard Labuda, surnommé Stan, en hommage au légendaire Stanley Matthews, était un dribbleur de génie à seulement 26 ans. Son jeu de jambes magiques ridiculisait les défenseurs adverses. Dans la Ruhr, les supporters s'exclamaient « Personne ne peut surpasser Dieu, sauf Stan Labuda ». Lors de la Coupe du Monde, 1970 au Mexique, ses dribbles éblouissants constituaient une arme redoutable sur l'aile, apportant une imprévisibilité indispensable à l'équipe. Cependant, en contraste frappant avec ses succès sur le terrain, la vie de Labuda fut une tragédie déchirante. Après sa retraite, il ne parvint pas à se réinsérer dans la société. Dépourvu de compétences pratiques en dehors du football, il sombra dans l'alcoolisme. Son mariage s'effondra et il perdit la garde de ses enfants. De star adulé par des dizaines de milliers de personnes, il se retrouva sans emploi, dépendant des aides sociales et du soutien de son ancien club, Schalke 4. Il mena une vie recluse et solitaire, fuyant le regard du public, de ceux qui l'avaient jadis considéré comme une légende vivante. Le contraste saisissant entre le flamboyant Stan sur le terrain et le fragile Labuda en dehors est une douloureuse réalité pour le football allemand. Le génie s'accompagne parfois de fragilité.
Cette triste histoire s'est terminée trop tôt. Le 25 août 1996, Reinhard Libuda décédait d'un AVC, conséquence d'un cancer de la gorge, à seulement 52 ans. Sa disparition est un poignant rappel du revers de la médaille de la gloire footballistique, mais dans la mémoire des supporters. Il restera à jamais Stan et son talent de dribbleur hors pair. Jürgen Grabowski, 25 ans, fut souvent utilisé comme super remplaçant stratégique lors de la Coupe du Monde 1970 au Mexique avant de devenir un titulaire indiscutable. Il possédait vitesse, technique et une excellente qualité de centre. Grabowski était un joueur intelligent qui savait toujours briller lorsque l'équipe avait le plus besoin de lui. Il était l'âme de l'Eintracht Francfort et un élément clé de leur victoire lors de la Coupe du Monde 1974. Grabowski a passé toute sa vie à l'Eintracht Francfort, devenant une figure emblématique du club. Après avoir pris sa retraite de joueur en 1980 suite à une blessure, il s'est brièvement essayé au métier d'entraîneur avant de se tourner vers le secteur des assurances. Il a mené une vie relativement discrète et paisible auprès de sa famille. Cependant, durant ces dernières années, il a lutté contre une insuffisance rénale et a subi des dialyses régulières. Malgré sa santé déclinante, il a toujours conservé un optimisme à toute épreuve et une passion ardente pour le football. Grabowski était un modèle de résilience, passant de remplaçant à star, avant de retrouver sa vie de famille. Mais son parcours s'est achevé. Le 10 mars 2022, Jürgen Grabowski s'est éteint à l'âge de 77 ans. Sa disparition a plongé toute la ville de Francfort dans le deuil, offrant un dernier hommage au plus grand capitaine de l'histoire du club. À 27 ans, Hannes Löhr était un attaquant tenace sur l'aile gauche, au sein d'une équipe regorgeant de stars offensives, affectueusement surnommé de Nas, le nez. En raison de son physique, il ne misait pas sur le spectaculaire, mais plutôt sur la vitesse, l'assiduité et un placement intelligent. Lors de la Coupe du Monde 1970 au Mexique, Löhr était titulaire indiscutable et jouait un rôle crucial en étirant la défense adverse pour créer des espaces permettant à Gerd Müller de briller. C'était un joueur qui faisait des sacrifices discrets, n'hésitant pas à se dépenser sans relâche pour le bien de l'équipe. La carrière d'Hannes Löhr est indissociable de son amour indéfectible pour le FC Cologne, meilleur buteur de Bundesliga et meilleur buteur de l'histoire du club. Il était une figure emblématique à Cologne. Après sa retraite de joueur, loin de se contenter d'une vie de loisirs, il a continué à œuvrer pour le football allemand en tant qu'entraîneur. Mentor dévoué des équipes d'Allemagne Espoir et Olympique. Il a notamment mené de jeunes joueurs, dont Jürgen Klinsmann, à la médaille de bronze aux Jeux olympiques de Séoul en 1988. Sa vie était entièrement consacrée au ballon et à la formation de la nouvelle génération de joueurs. Il était respecté pour sa douceur, son professionnalisme et son sourire constant. Entre le terrain et sa vie personnelle, Hannes Löhr incarne un dévouement discret. Il n'a pas besoin de faire la une des journaux. Il lui suffit de travailler et de contribuer. Un homme typiquement rhénan, jovial, sincère et croquant la vie à pleines dents. Il a vécu seul durant ces dernières années, considérant le club et ses joueurs comme sa seconde famille. Cependant, le parcours de ce regretté né s'est achevé. Le 29 février 2016, Hannes Löhr s'est éteint à l'âge de 73 ans. Ce disparition, survenu paisiblement à son domicile, a été un choc. Son héritage ne se limite pas à ses 166 buts en Bundesliga. Il restera à jamais un grand mentor et un ami du football allemand. Horst-Dieter Höttges, 26 ans, était surnommé la jambe de fer lors de la Coupe du Monde 1970. Il était un roc en défense, réputé pour ses tacles agressifs et son contact physique sans faille. Véritable terreur pour les avants adverses, Höttges était un guerrier impitoyable. Il était un élément clé de l'équilibre de la formation offensive de l'Allemagne de l'Ouest, apportant la solidité nécessaire à cette équipe surnommée les Panzers. Toute la brillante carrière de Höttges fut intimement liée au maillot bleu du Werder Brême. Il fut champion d'Europe en 1972 et champion du monde en 1974. Après sa retraite sportive, il se reconvertit dans le commerce d'articles de sport et travailla comme entraîneur amateur, menant une vie très impliquée dans la vie locale à Brême. Il paraissait toujours fort et robuste, incarnant à la perfection l'esprit de la jambe de fer.
Cependant, dans ses dernières années, le destin lui imposa un adversaire invincible, la démence. La maladie le priva peu à peu de ses souvenirs et de ses facultés mentales, le laissant sous la protection d'un club de football dévoué. Le contraste saisissant entre le Hutges à la volonté de faire sur le terrain et le vieil, homme fragile et mentalement altéré dans ses dernières années, est déchirant pour les supporters. Même les plus grands guerriers peuvent être vulnérables au cycle naturel de la vie. Naissance, vieillissement, maladie et mort. Ainsi, ce parcours s'est achevé. Le 22 juin 2023, Horst-Dieter Hutges s'est éteint à l'âge de 79 ans. Sans décès, bien que présagé par la maladie, a laissé un vide immense dans le cœur des supporters du Werder Brême et du football allemand, clôturant un chapitre de l'histoire de l'un des défenseurs les plus résistants de ce sport. Siegfried Siggi Held, 27 ans, doté d'un jeu intelligent et polyvalent, était le partenaire idéal des attaquants vedettes. Lors de la Coupe du Monde 1970 au Mexique, même s'il n'était pas toujours titulaire, 2 titularisations à chaque entrée en jeu, elle représentait une menace constante grâce à ses déplacements astucieux et son excellent sens du jeu. Héros discret, il acceptait un rôle de soutien pour laisser briller des stars comme Müller et Seeler. Mais son influence sur le jeu de l'équipe est indéniable. La carrière de Siggi Held en club fut étroitement liée au Borussia Dortmund, où il remporta la Coupe des vainqueurs de Coupe de l'UEFA en 1966, le premier titre continental pour un club allemand. Après sa retraite de joueur, Held devint un entraîneur nomade. Il parcourut le monde, entraînant Schalke 4 dans son pays natal jusqu'à des destinations plus lointaines comme les sélections nationales d'Islande, de Malte et même de Thaïlande. Sa vie fut une succession de voyages, diffusant la philosophie du football allemand aux 4 coins du monde. C'était un homme de peu de mots, humble, mais doté d'une riche expérience de vie et d'une grande ouverture d'esprit. Curieusement, le calme qu'il affichait sur le terrain se reflétait dans sa vie privée. Discret et irréprochable, il se consacrait pleinement au football, qu'il appréciait à sa manière. Il faisait le lien entre la gloire passée et le présent, une figure respectée toujours chaleureusement accueillie au Westfalenstadion. Aujourd'hui, à plus de 80 ans, né en 1942, Siegfried Held est toujours en pleine forme. Il est actuellement représentant des supporters du Borussia Dortmund. Bien que ses cheveux aient blanchi et que sa démarche se soit ralentie, sa passion pour le football est restée intacte. Il est encore fréquemment aperçu dans les tribunes, observant la jeune génération et racontant des anecdotes d'une époque glorieuse où, avec ses coéquipiers, il faisait trembler le monde du football.